un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde si Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous les commissaires de course, émission décalée au lundi 11 avril à cause des élections, mais un programme chargé aujourd'hui. On va parler du Tour du Pays Basque, on parlera de l'Amstel et du nouveau scandale de la photo finish et des vrais commissaires de course qui pour le coup n'ont peut-être pas été très bons. On aura un accusé avec nous. Que l'on pourra insulter comme vous voulez, un Hollandais que l'on pourra réprimander. Avec moi justement ce soir, le Hollandais de service, Daniel. Salut Greg, salut à tous. Et nous avons avec nous aussi Sébastien, salut à toi. Salut Greg, salut Daniel, et puis bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à Cofidis97, Norma, qui est là encore une fois. Merci à tous ceux qui nous suivent, 249 follow, n'hésitez pas pour être 250e, ça nous fera plaisir. Petit mot d'abord, on va commencer par le Tour du Pays Basque, donc remporté par Daniel Martinez. Alors j'avais envie de rapidement faire un petit retour sur chaque étape, alors très rapide, parce qu'après c'est vrai que ça a commencé à remonter. On avait une première étape, donc le week-end dernier, avec le contre-la-montre de quoi 7 km, un contre-la-montre court. Mais il y a deux coureurs qui se sont illustrés, c'est Evenepoel et Roglic, Sébastien. Oui. Alors, on en avait parlé un peu la dernière émission, il y a une semaine exactement. C'était de souvenir un contre-la-montre de 7,5 km et puis assez casse-pattes. Et on avait dit la semaine dernière, donc je maintiens ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'on était impressionné par le temps d'Evenepoel et puis Roglic l'avait un petit peu, je sais plus l'écart, mais il y avait 5 ou 7 secondes de mieux pour Roglic. 5. Donc ça, 5, voilà. Donc ça partait sur des bonnes bases, même si on va parler un peu de l'avancée et des bilans de ce Tour du Pays Basque. On va voir qu'il y en a qui, comme souvent, comme tous les ans, pour sur cette course-là, il y a ceux qui s'améliorent et puis il y a ceux qui ont des pépins et puis qui voient un peu leur performance détériorer un peu. Et voilà, c'est surtout une course, enfin c'est une belle course, difficile, compliquée, même si cette année, les prévisions, enfin la météo était un peu moins compliquée que certaines années, mais c'est une course enfin, difficile. Mais ça sert aussi pour préparer évidemment les Ardennaises. On en parlera avec l'Amstel après, mais tous ceux habituellement qui sont au Pays Basque faisaient l'Amstel Gold Race, et cette année, avec le décalage temps, le Tour du Pays Basque qui se termine le samedi et l'Amstel Gold Race le dimanche matin, il n'y avait pas moyen d'avoir un coureur du Pays Basque qui soit au départ le lendemain à l'Amstel. Bien. Justement, Daniel, deuxième étape, on parlait de ceux qui visent les Ardennaises. Deuxième étape remportée par Alaphilippe. Rassurant pour toi avant les Ardennaises parce qu'il... Oui, je crois qu'il était lancé par Evenepoel, si je ne m'abuse, Oui. donc c'était difficile pour les autres de revenir, de le remonter. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions concernant Alaphilippe? Je suis pas sûr. En plus, il bat Fabien Doubet, Hugo Hull, Quinten Hermans. Bon, c'est pas quand même du gratin mondial. Alors non, je sais pas si on peut vraiment tirer des conséquences concernant Alaphilippe, d'autant plus que les autres jours, il m'a pas non plus paru terrible, quoi. Ouais, dans l'interview ce matin de l'équipe ou d'hier, je sais plus, il paraissait quand même rassuré sur son état de forme. Après, c'est vrai qu'à voir, et tu as raison, enfin, entre guillemets, la concurrence n'était pas non plus folle sur l'étape. On passe à la troisième, où il fait deux quand même, donc victoire de Bilbao devant Alaphilippe et Vlasov. Bon, quelque chose à rajouter dessus, Sébastien ou Daniel, ou on passe de suite à... Première C'était victoire au pareil, Pays c'était un Basque, je peu. crois, pour Bilbao, qui est basque. Voilà, c'était Oui, l'info du jour. il était très C'est satisfait de sa vrai. performance, forcément, oui, puisqu'il il était sur ses terres. Et Evenepoel qui avait encore lancé à la Philippe, et puis Bilbao, oui, qui arrive quand même à le battre. Mais il y avait pas forcément grand-chose non plus, mais bon, belle victoire de Bilbao, qu'on va retrouver également un bon classement général par la suite. Mais oui.
Voilà. Hop, pour quatrième étape. Victoire de Daniel Martinez déjà. Là non plus, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Il s'affirme. Julien fait 2, pardon. Là aussi, il est placé. C'est pour ça que je disais. Finalement, c'est un des coureurs qui a été le plus régulier sur le début du Tour du Pays Basque avant d'un peu lâcher. Mais pour le coup, là, pas non plus de surprise. Un Daniel Martinez dont on va reparler évidemment. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Daniel ou Sébastien, on va passer à la suite. Est-ce qu'il avait gagné au sprint ou est-ce qu'il était sorti un peu avant? Je me souviens pas. Non, il était au sprint. Pour moi, il gagne au sprint, là. Ils étaient oui. encore un petit Un groupe gros de groupe, hein, ouais. 40, ouais, 45 coureurs. 34. Voilà. C'est ça. Hop, on passe à la 5e. Alors, évidemment, Carlos Rodriguez, je crois que Sébastien. Alors, encore un Ineos, j'ai envie de dire. Doublé Ineos, d'ailleurs, au passage. Ektal qui a commencé à faire des dégâts, ça on va peut-être en parler. Oui, Pardon. la première, il a gagné les dernières, il a failli gagner le Tour de l'Avenir, et puis il avait gagné la dernière étape de montagne, où il avait failli renverser la course, mais là c'est sa première victoire en World Tour à 21 ans. Pour ma part, je le disais tout à l'heure en préparant l'émission, c'est un coureur que je suis depuis très très longtemps. Quand il a commencé en 2019-2020 au niveau d'Ineos, où il a été chouchouté. Et c'est une belle victoire, même si c'est revenu fort derrière. Mais il a bien joué. Il a lâché Solaire puisqu'ils étaient en échappée. Et il a réussi à maintenir l'écart avec derrière Martinez, donc doublé des Ineos. Et puis une petite mésaventure aussi où on voit, c'est à moins de 100 mètres de la ligne, où on voit Vlasov. Enfin, c'est la faute vient de Vingegaard qui envoie un peu Vlasov dans les balustrades, même si c'était évidemment pas une forte vitesse, où ils terminent à pied parce qu'ils pouvaient pas se relancer avec leur vélo, où ils perdent une dizaine de secondes par rapport au groupe. Donc voilà, mais devant, on avait déjà quelques bons coureurs, Vingegaard, on avait Evenepoel qui avait pu suivre, on avait Vlasov, on avait Izagirre, Bilbao, Martinez, donc on voyait déjà le classement général se dessiner. Bien, et oui. Alors, bah, oui, il y a tellement de pourcentage hein, qu'ils ont dû finir à pied parce qu'ils terminent quoi. C'est un virage de la fin finalement qui C'est tombe. ça, ouais, ouais. Oui, oui, j'étais pas loin de l'arrivée, mais ils ont fini à pied. Oui, oui, ça devait être du 15 ou du 17% de souvenirs. Donc forcément. Et le 2, enfin, le vrai grand perdant de cette étape, c'est Roglic. Qui finit Oui. à 1 minute 15. Daniel, c'est alors qu'on le voyait Oui, alors que plutôt la en veille, forme. quoi. Bah oui, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il laisse la place de leader à Vingegaard volontairement ou pas? Finalement, après la course, j'ai cru comprendre qu'il a des douleurs musculaires au niveau du genou, quelque chose comme ça. Donc, et que les Ardennaises, c'est pas sûr qu'il les fera. Donc voilà, il avait un petit souci physique finalement, mais pendant la course, on se posait un peu la question. Donc. Première certitude, parce que c'est pas son genre quand même à Roglic de perdre pardon, comme ça les courses d'une semaine d'habitude. Il a tendance à être un peu impérial, Sébastien. Enfin, pas que le Pays Basque, mais on sait qu'en Espagne, on en avait aussi parlé la semaine dernière, il est souvent vainqueur. Et il était parti sur des bonnes bases avec le contre-la-montre. Le Pays Basque, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il l'a gagné 2 fois. Oui. Il a gagné 2 fois avant, l'année dernière, et puis je crois que c'était l'année d'avant encore. Non, en 2020, il n'y en avait pas eu, donc c'était en 2019 et en 2021. Donc on pensait tous hein, qu'il allait gagner encore une nouvelle fois, même si on savait qu'ils avaient une bonne équipe avec Vingegaard. Mais comme l'a dit Daniel, j'ai cru voir, enfin j'ai lu ses déclarations où il évoquait, oui, des difficultés au niveau de son genou, des problèmes musculaires qui expliquerait quand même les choses parce que je ne pense pas qu'il était à son vrai niveau. Voilà, même si encore une fois, il y avait quelques bons coureurs que j'ai cités qu'on va retrouver après classés dans les 7-8 premiers parce que lui doit finir 8e, quelque chose comme ça au général. Il n'empêche qu'on le voyait beaucoup plus haut et que ces problèmes musculaires peuvent expliquer la situation. Et en effet, c'est inquiétant pour les Ardennaises parce que bah, on sait qu'il est fort hein, dans ce domaine-là. L'année dernière, il finit deuxième de la Flèche Wallonne. L'année d'avant, souvenez-vous, il gagne Liège-Bastogne-Liège au sprint, même si il y avait eu la vague d'Alaphilippe avec son déclassement et Pogačar qui avait été gêné, Hirschi également devant. Donc oui, c'est un peu embêtant pour Jumbo. De perdre une carte comme Roglic, peut-être pour ces courses-là, ou en tout cas, s'ils ne perdent pas la carte totalement, qu'il soit diminué, puisque
Enfin, il y a encore une semaine et demie, c'est vrai, avec Paris-Roubaix qui va être placé avant, mais en général, il faut un petit peu de temps pour récupérer de ce genre de douleur. Stadri nous dit que l'année dernière aussi, il semblait fatigué lors de la même période, à quelques semaines près. Voilà, bah, moi c'est plus surtout par rapport Pas à... au Enfin, Pays Basque, pas au Pays Basque, ouais, au Pays Basque, il avait été impressionnant. Alors, il y avait eu des erreurs tactiques là de l'UAE avec mais ça a été festival l'année dernière. ouais, McNulty qui était mieux placé, et puis Pogacar qui avait roulé pour lui avant de se raviser, mais il était trop tard la dernière étape. Euh, voilà, il avait fini devant avec Gaudu qui avait remporté la même étape. C'était la même étape, je crois, parce que ça se termine tous les ans sur le même parcours. Et il avait été quand même, il y avait un grand écart avec Pogacar notamment. Et il avait été quand même une jambe au-dessus. Je pense pas que Pogacar aurait pu. Alors, il aurait pu être dans le match, mais c'était quand même très serré et il était quand même bien supérieur l'année dernière au niveau de cette année. On va passer à la dernière Roglic, étape. Oui, pardon, vas-y, vas-y. Pour Roglic, je disais, il était bien supérieur l'année dernière à son tour du Pays Basque que cette année. Enfin, pour Ah moi, ben c'est ça, il n'y a sûr. pas photo. On passe à la dernière étape, j'ai envie de dire le feu d'artifice, voilà. car il y en a eu partout. Je sais pas lequel des deux va enchaîner, mais Il y a eu beaucoup de mouvements, effectivement, d'assez loin. Des duos, des trios qui sont sortis. Après, d'autres qui sont revenus dans la descente. Alors, je connais pas exactement les noms d'ascension et descente. En tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements. À un moment donné, c'est Evenepoel qui portait le maillot de leader, qui était dans un deuxième groupe, derrière deux ou trois coureurs, en fait. Peut-être 4-5, vous me corrigerez. parle bien en Et face de donc, ton micro, Daniel, s'il te plaît, oui, parce que pardon. Et du coup, Remco Evenepoel faisait le plus de travail. Et puis finalement, devant, peut-être qu'ils collaboraient pas à fond et le groupe Evenepoel est revenu. On a vu que Evenepoel s'impatientait un peu, que les autres ne roulaient pas. Après, ils étaient quoi, une dizaine, et ça attaquait un peu dans tous les sens, jusqu'au pied de la dernière montée finalement. Et la décision s'est faite, et rien que même la dernière montée, elle était assez animée. oui. C'était quand même, j'ai envie de dire, le Il a style même fait le d'étape. sprint. Enfin, étonnant, ce qui est étonnant, c'est qu'il fait le sprint. Il y avait un Oui, sprint intermédiaire là juste avant la dernière montée. Où il bat d'ailleurs Martinez. Et puis, bon, il a beaucoup donné, hein, tout à fait, ouais. Evenepoel. Et puis, bon, même s'il s'écroule pas comme à Tirreno Adriatico, parce qu'il termine à 20-30 secondes, il n'empêche que. Alors, il y avait du pourcentage encore hein, à la dernière côte, mais c'était pas forcément son parcours favori. Mais bon, le voyant quand même la dernière étape en tête. Et il avait quand même fait une bonne semaine. Enfin, moi, je pensais que Martinez allait gagner, mais on pouvait se dire que Evenepoel pouvait encore faire mieux que sa prestation où il limite les dégâts, mais il perd quand même le podium. Voilà, Oui, et il en a beaucoup fait et son équipe, je sais que Van Sevenant a fait du bon boulot. La Philippe aussi, mais beaucoup moins. Il avait quand même une équipe qui était assez faible et ça enfin, voilà, il était très isolé et il s'est retrouvé face à un grand nombre de coureurs qui, en effet, se sont pas gênés d'attaquer chacun à leur tour. J'ai vu Vlasov attaquer, Izagirre, j'ai vu Bilbao, j'ai vu Martinez, etc. Enfin, ça a pas arrêté, quoi. Oui, pour le coup, c'était un feu d'artifice, j'ai envie de dire, c'était un peu le style d'étape voilà, qui font que beaucoup de monde apprécie le Pays Basque. Alors, on nous parle alors, de Remco, on va peut-être en parler, c'est vrai, dès qu'il y a des gros pourcentages, là, et ça c'est typique du Pays Basque, on sent qu'il est quand même en difficulté, Daniel. ouais, je sais pas, j'ai du mal à me faire une idée parce que sur l'autre arrivée, sur le mur où Vlasov et Vingegaard finissent à pied, je crois qu'ils terminent quatrième, donc c'est pas une si mauvaise performance, peut-être qu'il était un peu calé, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup donné tout au long de la semaine. Il a fait des sprints pour Alaphilippe, il était tout le temps à l'avant, il a beaucoup fait, et même sur la dernière étape, il a beaucoup roulé seul. Son équipe ayant été moins forte que prévu, je pense. Il fait encore le sprint intermédiaire, comme l'a dit Sébastien, mais enfin, il a beaucoup donné. Et puis finalement, il fait quand même assez bonne montée. Bon, il termine à une trentaine de secondes et les premiers, ils se sont un peu regardés aussi par moments. Mais bon, ouais, L'équipe, Son équipe était. Il a eu de la chance, enfin, il a de la chance. Non, parce que, entre guillemets, le dernier jour, enfin, pas que le dernier jour d'ailleurs, on a la course qui a été prise en main par Ineos
avec en équipier de luxe Thomas et puis le jeune Tulette qui pointe le bout de son nez. Et bon, c'est vrai que son équipe il a pas eu force. Enfin, son équipe était faible, mais les rênes avaient été pris par la Ineos, mais ça a joué aussi ça. Et c'est vrai qu'il a beaucoup. Enfin moi, il a beaucoup donné, comme si d'ailleurs il l'avait expliqué avant de commencer le Tour du Pays Basque, il avait expliqué que il avait fait un stage comme beaucoup en altitude ces derniers temps et que c'était sa 3e semaine de stage en altitude, quoi, entre guillemets. Donc il partait pas forcément en disant, on a l'impression qu'il allait pas se dire je vais gagner la course et qu'il a peut-être cru au fur et à mesure de l'avancée de la course où il se retrouve en tête tout à la fin. Mais où d'ailleurs il se bat comme un beau diable, mais il a lâché il a lâché beaucoup de force la dernière étape et il a été à gauche, à droite, parce que ce qui était intéressant dans cette étape-là, pourquoi il y a eu des peignés comme ça entre les coureurs en question, c'est qu'il y avait des très faibles écarts, comme souvent autour du Pays Basque. Ça se jouait à la dernière étape. Martinez était à 2 secondes d'Evenepoel. Evenepoel fait le sprint, donc ça passe à 3 secondes. Et puis après, on a la dernière montée. Et puis même les autres derrière, Vlasov, Izagirre, Yon Izagirre, etc., ils étaient pas loin au général. Et très souvent, à part l'année dernière, où Roglic avait une grande avance, très souvent autour du Pays Basque, ça se joue à coups de seconde. Oui. Pour le coup, je suis d'accord avec Stadré qui nous dit qu'il s'est quand même bien amélioré depuis ces derniers mois. Oui, pour le coup, on voit clairement des progrès chez Evenepoel. Je rajouterais aussi qu'il a jamais lâché, malgré les pourcentages. Évidemment, on voit bien que c'est pas toujours son terrain favori, c'est montées difficiles, mais il s'est accroché. On l'a vu bon en descente, hein, j'ai lu sur le forum que beaucoup ont constaté que dans les descentes, finalement, visiblement, il avait travaillé ce côté-là où il était en difficulté ces derniers mois, voire ces dernières années. Enfin, on se souviendra de sa grosse chute forcément sur le Lombardie qui laisse des traces physiques et certainement psychologiques. Donc on a l'impression qu'il sait, de ce point de vue-là, en descente, il sera là. Et voilà, ça va être à suivre. Après, forcément, c'est un coureur que certains présentaient comme le nouveau Eddy Merckx. Peut-être pas, mais en tout cas, il va jouer certainement les premiers rôles. Alors, on verra sur quoi, sur les Ardennaises, sur les courses par étapes, sur les grands tours. Ça reste à voir, mais moi, je suis assez impatient, voilà, de le voir. Sadré en parle sur la Vuelta. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec des contre-la-montre un petit peu plus longs? Il peut faire assez mal. On va peut-être passer. Peut-être un petit mot sur le vainqueur de l'étape aussi. Oui, tout à fait, oui. Justement, j'en ai parlé. Alors, qui est tombé aussi, c'est-à-dire que c'est encore Vingegaard. Tout à fait, ouais. Alors, on voyait Yon Izagirre, il était bien sur l'étape, il était parmi les plus forts dans les montées, dans les descentes, il était très bien. Et dans la dernière montée, à nouveau, Vingegaard qui fait des écarts, on ne sait pas trop pourquoi, et Izagirre, il est tombé suite à ça. Puis finalement, il est remonté assez vite, il avait peut-être 5-10 secondes de retard, et il a pu revenir dans les derniers kilomètres, et je crois qu'il fait tout le dernier kilomètre en tête quasiment parce qu'il y a plusieurs virages et ça fait que les autres pouvaient presque plus le dépasser, quoi. Et puis là, il s'est imposé. Donc, belle récompense pour ce coureur qui est quand même assez discret et c'est aussi une bonne nouvelle pour Cofidis, évidemment. Oui, Cofidis l'a pris pour ça d'ailleurs, hein, Sébastien, c'est pour ce type de course par étape qui n'est plus seulement la carte Guillaume Martin. Oui, c'est vrai que c'était pour soulager Guillaume Martin et puis on sait souvent qu'il y a pas mal d'Espagnols dans cette équipe Cofidis et que Cofidis c'est un sponsor qui a une bonne implantation au niveau de l'Espagne notamment. Donc tout ça c'est pas du hasard. Et l'objectif de Cofidis, Dixit Cédric Vasseur, c'était de s'améliorer pour les courses à étapes. Yon Izagirre, c'est surtout les courses à étapes d'une semaine. Donc on l'attendait où? On l'attendait à des courses comme le Tour de Valence, comme l'Algarve, comme Paris-Nice. Alors cette année, il finit dans le top 10 à Paris-Nice, il me semble. Il y avait aussi Guillaume Martin qui finit dans le top 10, voilà. Et là, en général, il est bon, parce que c'est un Basque aussi, donc il était motivé. Et il n'a pas lâché le morceau, c'est ça qui est impressionnant, parce que la chute était à moins de 3 km. On doit être même plus proche des 2 km de l'arrivée que des 3 km. Et il est remonté très vite. Et puis, il connaissait l'arrivée, puisque c'est souvent la même arrivée, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure. Et comme l'a expliqué Daniel, sur cette arrivée-là, il faut être placé rapidement devant parce qu'il y a une enfilade de virages et qu'on arrive très vite en bas, quoi. Et Vlasov a essayé de le passer, mais il n'a pas pu parce qu'il était costaud lui aussi. Vlasov, il fait quand même
une bonne année. Il s'est loupé la dernière étape sur Paris-Nice où il était tombé alors qu'il était bien classé. Mais il a gagné le Tour de Valence. Lui aussi, il m'a beaucoup impressionné, Vlasov. Il a tourné autour. Et, euh, et donc, il finit quand même à nouveau sur le podium d'une course, d'une course World Tour, hein, et cette fois-ci, donc autour du Pays Basque, troisième. Il a passé Evenepoel, qui finit quatrième, voilà. Donc, et puis pareil, pas évident parce que dans ces équipes-là, ils étaient quand même un peu en difficulté aussi sur cette course pour Cofidis. Et puis pour Vlasov, c'est pareil, c'était une course compliquée parce que quand on regardait la Bora, il y avait une superbe équipe avec Higuita, avec Kamna, avec Boukman. Et il s'est retrouvé très vite seul, hein. Vlasov, il a eu Boukman, mais Higuita, je pense qu'il a dû avoir des problèmes de santé parce qu'il n'était pas du tout à son niveau alors qu'il avait gagné le Tour de Catalogne. Kamna, on ne l'a pas vu du tout. Alors que sur le papier, l'équipe Bora pouvait envoyer lourd quand même, mais ça n'a pas été le cas. Mais voilà, belle victoire pour Cofidis. Et il a été recruté en effet, Isaac Guiré, pour ça, pour gagner des étapes sur ces courses-là, sur des courses comme peut-être on le reverra peut-être sur le Dauphiné, peut-être qu'on le reverra aussi, bon, et on le reverra sur le Tour de France, sur la Vuelta, mais il a rempli son contrat. Ouais, et je pensais même que c'était le premier podium pour Cofidis sur une Fait épreuve longtemps, oui. World Tour d'une semaine, mais en fait, Guillaume Martin avait aussi fait podium sur le Dauphiné, je crois, en 2020. Mais Et en en tout cas, oui, 2020, il finit troisième, je crois. Ouais. ouais. Bon, en tout cas, ça valide un peu leur changement d'orientation, quoi. Parce que ça fait déjà deux Ils ont le podiums même. en course. Après, c'est intéressant, mais en même temps, ils ont un peu le même. Enfin, Yannis Aguirre est beaucoup plus fort en contre-la-montre, mais que Guillaume Martin, évidemment. Mais après, ils peuvent être un peu sur le même registre sur ces courses, et c'est des coureurs. Pas pour Yannis Aguirre sur 3 semaines, il n'est pas aussi régulier évidemment que Guillaume Martin, mais sur les courses d'une semaine, c'est un peu un coureur garanti où on est à peu près persuadé qu'il va être classé cinquième, voire dixième au plus. Et des fois, ils pourraient marcher un peu sur leur plate-bande, comme on a vu au niveau de Paris-Nice, où ils avaient été alignés tous les deux sur la même course. Donc, ce qui est intéressant pour eux, c'est que ça leur apporte forcément de gros points avec ces deux coureurs-là dans les 10 premiers, comme à Paris-Nice. Mais bon, des fois, c'est bien qu'il y en ait un qui puisse se sacrifier pour l'autre pour essayer d'améliorer le classement. Donc, faudrait pas facile à gérer non plus de marcher un peu sur les mêmes plates-bandes et les mêmes courses, même si là, Martin n'était pas sur le Pays Basque et que du coup, Izagirre avait les cartes en main et on a bien profité. Bien, justement, oui, Mas est tombé, hein, c'est pour ça qu'il est aussi loin. Il tombe C'est mauvais. souvent, il est tombé à Tirreno la dernière étape. Il tombe encore C'est là, je crois vrai. que c'est Bilbao. Il a voulu suivre un peu le funambule qui est Bilbao, qui est un super descendeur. On l'avait vu la dernière au Tour des Alpes. Il était quand même assez impressionnant. C'est un super descendeur lui aussi. Il n'y a pas que Mohoric, hein, à la Bahreïn. Il y a aussi. Alors, c'est pas le même équilibriste que Mohoric, Bilbao, mais il se défend très bien. Lui aussi fait un très beau tour du Pays Basque. Parmi les coureurs, j'ai été surpris par certains, comme Félix Gall au niveau d'AG2R, qui finit quand même 12e du classement. Donc il y a quelques belles performances quand même de coureurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah ben, c'est... un mot sur le vainqueur, d'abord, Daniel Ouais. Martinez. Ah oui, oui. Parce que, évidemment, bon, il a déjà gagné un Dauphiné, donc c'est pas n'importe qui, mais néanmoins, dans une Ineos orpheline de Bernal, ben, ça veut dire quelque chose. Et est-ce que ça sera lui le leader pour le Tour, Daniel? Bah, Vas-y, mouille-toi. d'autant plus qu'il y avait quand même Adam Yates et Geraint Thomas, entre autres, alignés sur cette course. Donc, et bon, ils ont un peu disparu des radars assez vite. Donc oui, c'est une belle carte à mettre à son actif. Et est-ce que sur 3 semaines, Daniel Martinez, est-ce que ça fait un leader sur 3 semaines? Bon, on n'a pas vraiment d'éléments qui vont en ce sens, même si l'année dernière, sur le Giro, en troisième semaine, il était vraiment très, très costaud. Et c'est pas la même chose d'être l'équipier costaud de la troisième semaine ou d'être le leader sur 3 semaines. Et c'est aussi ton avis, Sébastien? Ça, s'il passe la première semaine du Tour, on sait que cette année, la première semaine est plus compliquée que d'habitude. Il tient pas toujours sur son vélo non plus. Il tombe parfois souvent et c'est facile à dire, mais s'il passe la première semaine, moi je le vois bien, hein. Il a clairement haussé le niveau. Il y a de la place. Là, pour le moment, il fait une saison du feu de Dieu, hein, puisque il était en Algarve où il finit sur le podium, hein. Il doit être deuxième ou troisième au général. Je sais plus. J'ai plus les résultats sous les yeux. Je vais regarder vite fait. Mais Troisième, effectivement.
Ouais, voilà. À Paris-Nice, il finit troisième, mais on sait que la dernière étape, là, il a eu un ennui mécanique et que bon, peut-être qu'il aurait pas pu finir mieux, mais il était quand même costaud aussi sur Paris-Nice. Donc voilà. Oui, il finissait troisième au Tour d'Algarve. L'année dernière, en effet, même si, comme le dit Daniel, Tour d'Italie, il était en équipier, il finit quand même dans Et les, cinquième. pareil, ouais, cinquième, pareil, Ah oui, dans les oui, 5 premiers. effectivement. Et c'était clairement un des plus forts. Il se défend très bien en contre-la-montre, hein, c'est le champion national de Colombie. Alors ça peut, voilà, c'est la Colombie, mais quand même. Et on l'a vu. Alors, il lui manquait jusque-là de la régularité parce que c'était un homme de coup qui avait gagné sur le Dauphiné. Alors, il avait gagné le général, là, il n'avait pas gagné des étapes, mais il avait gagné sur le Tour de France une étape. Et voilà, des fois, il faisait un coup et puis après, on le revoyait plus trop. Et là, pour le moment, cette année, la régularité, il l'a. Et Ouais. pour le moment, il a l'espace aussi. Parce que il y a Thomas qui dit que lui, les deux leaders seront Yates et puis Martinez pour le Tour de France, mais que lui, il va essayer d'être le plus fort possible parce que il rappelle qu'au Tour de France 2018, quand il gagne, c'était pas lui le leader. Mais bon, on voit bien que au sein d'Ineos, on voit bien ces deux-là, Martinez et Yates, en bonne position. Et pour Yates, bah, il était là au début, puis à la fin, la dernière étape, là, il a totalement explosé. Il a tellement explosé qu'il a même pas fini la course. Et Adam Yates, lui, c'est pareil, c'est pas la régularité sa première force, hein. Il est bon sur les courses à étape d'une semaine. Il a fini quatrième d'un tour, je crois que c'était 2016, où il finit quatrième, meilleur jeune à l'époque. Et l'année dernière, il finit quatrième de la Vuelta, pas loin du podium, où il a fait une bonne Vuelta, alors qu'il y avait Bernal, mais c'est pas la régularité pure, Adam Yates. Et du coup, pour le moment, vu ce qu'a démontré Martinez, les garanties, enfin, sont là. Et pour moi, je le vois pour le moment leader de Ineos. Après, il a fait des courses de préparation, hein, il a fait le Grand Prix de Denain, il n'était pas ridicule non plus sur les pavés, hein. Il finit devant. Donc, à voir la première semaine. Dans les bordures, il n'est pas ridicule, il l'a démontré aussi à Paris-Nice. Sur l'étape d'Orléans, il est quand même là, dans le groupe aussi. Donc, s'il passe bien la première semaine, moi, je le vois quand même assez haut. C'est où alors? Ils ont, entre Thomas, Yates et Martinez, on a l'impression, Daniel, que ça. On est sûr qu'Ineos va être placé parce que collectivement, ils sont quand même très forts. Mais est-ce que ça va suffire face à un Pogacar? Est-ce que ça semble quand même Non, compliqué, bah, hein? Pogacar, ça fait épouvantail. non, ça suffira pas face à Pogacar. Si Adam Yates était fort comme l'année dernière où il gagnait tout, il y aurait discussion et match avec Martinez. Mais là, pour l'instant, Martinez, il écrase, on va dire, ses deux concurrents de chez Ineos. Et puis, bah, sur le tour, Geraint Thomas, Adam Yates, ça, ça reste à voir. Mais voilà, je les vois pas forcément mieux qu'un fond de top 10, intrinsèquement, disons. Avec Pogacar, il y a pas photo. Et bon, Martinez, par contre, c'est un peu plus, il y a un peu plus de potentiel, en tout cas cette année. Parce que, en général, un coureur qui commence mal, moyennement sa saison, comme Adam Yates, il devient pas soudainement super bon. Enfin, j'ai l'impression que ces dernières années, on assiste plutôt à des saisons assez régulières de la part des meilleurs coureurs. Donc, Mais voilà, pas de Avant le Tour de discussion. France, enfin, on en est encore loin, non, puisque dans le temps, on va être plus proche de ces courses-là. Je me demande même si ça va pas être le leader sur la Flèche Wallonne, parce qu'il a démontré qu'il est bon aussi. Il a du punch, hein, Martinez. Donc, est-ce que ça va pas être le leader d'Ineos, même s'il y a Pidcock sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège? Attention à lui sur les Ardennaises aussi, hein, avant le Tour de France. oui. Je suis assez d'accord avec Tom Pistolero qui dit que Yates n'a pas les épaules pour jouer la victoire sur un grand tour. Oui, il me semble un poil irrégulier. Enfin, voilà, ce sera Ouais. pour moi aussi, je suis d'accord, ce sera Martinez, probablement leur leader et qui. Par contre, avec une grosse équipe, une course un petit peu folle, ça peut tourner pour eux, mais il faudra vraiment des circonstances favorables. Faut faire attention évidemment aux premières étapes où ça risque de. Voilà, on risque d'avoir des surprises et des perdants. Donc à suivre. Ouais, comme Sébastien l'indiquait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai l'impression que Martinez, c'est aussi un coureur qui a un peu de coups et qui aime bien les courses un peu ouvertes et un peu débridées. Donc, peut-être que, on va dire, le cyclisme de maintenant convient aussi mieux que le cyclisme d'il y a 4-5 ans avec les fameux trains, etc. Là, on peut imaginer que cette année, sur le Tour, il y aura une ou deux étapes de montagne où ça va se décanter de loin, où ça va partir de loin. Et j'ai l'impression que c'est un terrain de jeu qui peut bien lui convenir. En Il est tout surtout cas, on lui souhaite. polyvalent. Il est surtout polyvalent et c'est ce qu'on recherche.
Enfin, on parle de Pogacar, bon, c'est le prototype même, mais il y a pas plus polyvalent que lui. Il nous l'a démontré, y compris sur les pavés. Mais ce coureur-là, moi, je trouve qu'il a de la consistance, Martinez, et qu'en effet, il est très polyvalent, bon sur tous les terrains, contre la montre. En effet, il n'a pas peur de frotter. Bon en montagne, bon en punch aussi. Pas ridicule, y compris dans le sprint, parce que bah, même s'il a, il a battu quand même Alaphilippe là, sur une étape. Donc la polyvalence, c'est quand même une bonne donnée. Et ça, c'est en sa faveur. Bien, on passe à l'Amstel avec là aussi les Ineos qui ont gagné. Finalement, on en parle assez peu, mais ils continuent de gagner beaucoup. On en parlait un petit peu moins ces dernières semaines, ces derniers mois, mais les Ineos sont toujours là. Et alors la victoire, on va revenir après sur les circonstances, mais Katowski qui regagne à nouveau. J'ai presque l'impression que c'est, alors je dirais pas un revenant car ça serait très méchant. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu à ce niveau, Daniel. Ah oui, non, mais là, je l'attendais pas du tout. Il fait un début de saison très médiocre. L'année dernière, je crois que c'était assez moyen aussi. Je m'attendais pas à le voir revenir au premier plan, il semble se satisfaire d'un rôle, on va dire, de lieutenant de luxe. Du coup, bah, bonne nouvelle, parce que c'est quand même un coureur plutôt agréable à suivre. Est-ce qu'il est vraiment à la pédale parmi les meilleurs, ou est-ce qu'il a profité d'une ouverture? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être on peut en discuter. Ah ben, qui a pu le suivre finalement? Il n'y en a qu'un qui a pu le suivre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Moi, j'ai l'impression que derrière, beaucoup avaient les jambes lourdes. À part Cosnefroy, qui a été, je trouve, assez costaud quand il revient sur Katowski, quoi. Il a... Non, mais enfin, moi, je l'ai trouvé quand même fort. Pourquoi? Parce que Oui. quand Ineos embraye, il y en a un autre qui m'a impressionné chez Ineos, c'est pas la première fois parce qu'on l'a vu sur les classiques pavés, c'est Ben Turner. Enfin, il a imprimé un rythme là. C'était au Kreuzberg, c'est pas le même nom qu'au Tour des Flandres, mais ça porte à peu près le même nom, où il y a une accélération d'Ineos. Il en restait 4 devant, Pidcock, Kwiatkowski, Turner et Van Barle. Et Kwiatkowski, je crois que c'est lui qui prend les rênes après Turner. Alors après, il y a aussi Van Barle qui va rouler, mais il a quand même déjà roulé. Il a quand même déjà, il n'était pas en train de se cacher. Et il est encore là. Il est encore là quand ça attaque au niveau j'arrive jamais à le dire, le Kuttenberg. Et après, bah, on le sait, c'est quelqu'un qui est roublard. Il réattaque à un tour de l'arrivée à 22 km. Il arrive à tenir devant, même s'il y a un super cône froid. Donc il était quand même costaud. Après, Oui, oui. pour ma part, je ne l'attendais pas non plus. Parce que, en effet, alors lui, c'est pareil, c'est un coureur quand même qui est très irrégulier. Mais quand il est devant, il se rate rarement, quoi. Il a quand même un beau palmarès déjà, hein. J'arrive à vérifier, enfin, je l'avais en tête un petit peu, mais il a quand même gagné Milan-San Remo. Il a gagné, donc ça fait 2 fois l'Amstel Gold Race, mais il finit aussi deuxième derrière Gilbert en 2017. Il a gagné, donc je l'ai dit, le Grand Prix E3, il a gagné l'Estrade Bianche, il a gagné le Tour d'Algarve, le Classica San Sébastien, un championnat du monde, surtout, que j'allais Ouais, oublier, ouais. en 2014. Donc c'est quand même un beau petit palmarès et je pensais qu'il était plus âgé que ça, mais il a 31 ans. Ça commence à être un peu, mais il a encore quelques années, quoi. Et bah, il est ressorti du chapeau et il fallait quand même être costaud, hein. Après, pour moi, c'était pas le plus costaud, mais il faisait partie des plus costauds quand même. Oui, oui. Cette année, par contre, je rejoins Daniel. Il a fait la seule bonne course qu'il a pu faire, c'est Milan-San Remo où il est 16e, je crois, et il est bien placé. Après, il expliquait qu'il revenait de loin aussi parce qu'il fait partie de ces nombreux coureurs qui ont eu des problèmes de santé. Mais lui, ces problèmes de santé liés au Covid, notamment bronchite, etc. Mais lui, il a eu ça pendant l'hiver. Il ne l'a pas eu au mois de janvier ou février comme d'autres ou au mois de mars. Il l'a eu en décembre, novembre-décembre, où il a eu quand même, ça a été quand même assez rude et il a peiné à revenir aussi. Donc voilà. Et ce que je retiens de ce coureur-là, c'est souvent on dit que c'est un roublard et il l'a démontré aussi à la fin, hein. Ah, ben, on peut parler du sprint. On nous dit sur le chat, Tom Pistolero qui nous dit qu'il a eu Cosnefroy à l'expérience. On le force à lancer d'assez loin. Aussi, ton avis, Daniel, sur ce Bah, final, c'est l'expérience d'un vieux briscard, d'un vieux roublard des classiques. oui, un peu, parce qu'il a joué aussi la carte Pidcock derrière. Enfin, il a fait mine de jouer la carte Pidcock derrière. À mon avis, lui-même n'y croyait pas, mais c'était pour dire oh non, mais moi je suis tranquille, j'ai pas besoin de rouler. Et Connefroy en a fait 2 fois plus que lui, même 5 fois plus que lui. Du coup.
pas étonnant que dans le sprint, Connefroy soit un peu plus sec que Kwiatkowski. Est-ce qu'il a lancé de trop loin, le Français? Je suis pas sûr. Je pense qu'il a lancé vers 200 mètres et il était pas mal. Kwiatko a pu remonter, mais au final, Connefroy a pu mettre un petit coup de rein dans le final. Et puis sur le jeté de vélo, Le drama. c'était serré. Et puis moi-même et le commissaire de course de l'UCI, on a vu que c'était Connefroy devant. Et puis finalement, la photo finish montre que non, c'était bien le Polonais qui était passé devant sur le lancer de vélo. Ouais, non, mais Euh, l'annoncer, c'est quand même assez cruel, hein, le pauvre. Il y a toute l'équipe qui était tout en joie de la victoire sur une course quand même très importante de la saison. C'est quand même cruel, alors qu'à la photo finish, quand même, on voit clairement, enfin, c'est très serré, mais à la photo finish, on va dire. Alors, il y avait déjà eu un problème, hein, récemment, c'est avec Pidcock et Van Aert, je crois bien. ouais, l'année dernière. Alors là, c'est différent, on va dire, c'est le commissaire, au contraire, il a voulu parler trop vite, Sébastien. Oui, oui, enfin, je pense que l'année dernière, rappelez-vous, je sais plus le temps qui a couru, mais il était quand même assez long entre l'arrivée et puis le moment où on a déclaré Van Aert vainqueur. Et j'ai l'impression, moi, ça c'est mon impression personnelle, mais il y en a d'autres qui ont eu cette impression-là. J'ai l'impression que ils n'ont pas voulu revivre l'année dernière, mais au final, on leur vit quand même d'une manière particulière. Mais on a voulu aller très vite et trop vite. Et du coup, parce que la personne, en plus, je crois, vu ses déclarations, dit que bah, entre son œil et puis la photo finish, c'est pas la même chose. Et voilà. Et c'est vrai que quand on regarde l'écart entre l'année dernière et cette année, l'année dernière, c'était beaucoup plus resserré que cette année où quand on regarde la photo finish, on voit quand même que c'est Oui. Kwiatkowski qui l'emporte. Alors, il y a pas énorme, hein, mais c'est quand même beaucoup plus franc que l'année Bon, dernière où c'était la, beaucoup plus compliqué. à la photo finish et même au ralenti de aérien, c'est évident. Mais personnellement, sur le direct vu de face, moi j'avais l'impression claire et nette que Connefroy avait gagné pour même 20 centimètres. Et je pense Jeté que de vélo, hein. Le jeté de ouais, vélo ouais. qui fait la différence, hein, Oui, bah oui, clairement. mais je pense, ouais, après, des fois, on pense que la ligne est à tel endroit et en fait, c'est la ligne suivante quand il y a trop de peinture. Je sais pas trop, mais visiblement, le commissaire, il a eu la même impression que moi. C'était pas moi le commissaire, je vous jure, mais en tout cas, on a vu la même chose et puis, bah, non, mais au ralenti, il a pas trop. Kwiatkowski, ça me fait penser à son Milan-San Remo où il était avec. Ah oui, oui. Il y avait la file devant, il y avait Sagan où ils avaient tous jeté le vélo, il l'avait jeté lui aussi, et c'était cette année-là qu'il gagnait en plus, je crois. Mhm, mhm. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ce jeté de vélo qu'il le fait gagner et contre des coureurs que c'est pas un manche. Clairement, Connefroy, il l'a démontré hier, hein. Il était Ouais. costaud, il n'était pas avare de ses efforts, mais comme l'a dit Daniel, Kwiatkowski, c'est un roublard, et puis donc du coup, il a joué sur le fait qu'il y avait Pidcock, il a beaucoup moins roulé, et puis bah voilà, mais c'était serré, et Connefroy était quand même impressionnant parce qu'il est revenu quand même assez rapidement sur Kwiatkowski, alors qu'il y a Tons derrière qui a tenté le coup aussi avec un temps de retard, mais qui est resté en carafe et qui a jamais pu revenir. Donc ça démontre quand même qu'il était costaud, Connefroy. Et puis bah, le sprint, comme j'expliquais, il est quand même bon. Il avait aligné à la Philippe au Grand Prix de Plouay. Et là, enfin, c'était pas du tout perdu pour lui, mais même s'il a fait beaucoup d'efforts par rapport à Kwiatkowski. Mais Kwiatkowski, en même temps, il avait fait aussi beaucoup d'efforts parce qu'il était parti un peu plus tôt. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, il a roulé hein, avec Ineos quand ils étaient dans le Fromberg notamment, après Turner, il était devant aussi. Donc tout ça, mais bon, c'est sûr que c'est cruel, même si je pense que Benoît Connefroy, si j'en lis ses déclarations, est quelqu'un qui relativise beaucoup, et puis il passe déjà aux prochaines courses parce qu'il va être déjà aligné sur la flèche Brabanson, il veut déjà se concentrer sur cette course-là, donc c'est la meilleure chose pour lui, c'est d'essayer d'oublier même si c'est une bonne performance, d'essayer Et d'oublier puis, cette défaite et puis de repartir parce que la et puis, forme est clairement là. et puis les coureurs, ils l'avaient un peu senti peut-être parce qu'on voit Connefroy qui tape sur Oui, son guidon, je crois, au moment de passer la ligne et ah, Kwiatkowski qui attend un peu dans son coin l'annonce officielle après la photo finish. Bon, il sait qu'il y a peut-être un truc qui est en il a train de se expliqué jouer. pourquoi il a attendu et qu'il n'était pas totalement en joie par rapport à tout ça. C'est qu'il y a eu l'épisode de l'année dernière, parce que l'année dernière, bah, c'était Pidcock. Et il a dit, ça se trouve, on va revivre l'année dernière où on avait perdu face à Van Aert de très peu avec Pidcock. Donc lui, il est resté très
Mais c'est vrai que comme tu le dis, il y a des données qui trompent pas. C'est le fait que quand tu arrives là comme ça devant, tu vois la réaction de Cosnefroy qui tape. Donc ça veut dire qu'il sent quand même malgré tout que c'est pas Il est bon. juste, ouais. Voilà, donc ça c'est quand même l'instinct et ça compte. Bien, on va peut-être passer aux autres coureurs, aux performances notamment de Van Der Poel, puisqu'on en parle sur le chat. Alors, est-ce que c'est inquiétant avant Paris-Roubaix ou est-ce qu'il a un petit peu Non. relâché en coupant 2-3 jours pour. Parce que son objectif, à mon avis, c'est beaucoup plus Paris-Roubaix que l'Amstel qu'il a déjà gagné. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Oui, bah, je crois qu'il a dit qu'il avait pas des super jambes, que l'Amstel, c'est pas non plus la course qui lui convient le mieux avec toutes ces petites montées, comme il est quand même assez costaud, assez lourd, je veux dire, comme physiquement. Donc non, bah, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu et puis, sans super jambes, il a pas pu boucher le trou tout seul, il a pas pu lâcher les autres. Ah bon, bah, il s'est contenté de faire le sprint à la fin, quoi. Enfin, je pense pas qu'il pouvait faire mieux, mais voilà, je pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter non plus, quoi. C'est une journée comme une autre, rien de fou. À mon complément, Sébastien, t'es d'accord? Alors, il était peut-être pas super super, mais il était quand même pas mal. Et ce qu'il a dit par contre, à ma connaissance, c'est que il pouvait pas sauter, enfin il pouvait pas suivre tout le monde. Et Oui, c'est voilà. vrai que le problème qu'il avait, enfin moi je évidemment il avait la pancarte, mais il l'a souvent, hein, donc à la rigueur il peut essayer de passer au travers de cette pancarte parce qu'il est habitué quand même. Mais le scénario de la course, c'était pas forcément la meilleure chose. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que il faut mieux que ça soit comme un Tour des Flandres où il y a eu de la sélection. Et surtout, quand je dis sélection, ça veut dire qu'on se retrouve à 2-3 devant. Où il peut manœuvrer, où il peut même peut-être gagner au sprint. Alors que là, dans ce groupe-là, il y avait quand même des bons coureurs. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde, on l'a bien vu. Alors, il a encore tenté son Vatou, là, je crois que c'est à 1,8 km, là où il met une mine, la dernière mine pour pouvoir rentrer Oui, dans un oui. petit talus. Mais il n'arrive pas à décrocher Asgreen. Et il a essayé à plusieurs moments, mais il y avait Matthews qui revenait, il y avait Hirschi, enfin, et puis ils ont attaqué chacun leur tour, Tunes, etc. Donc ça a beaucoup bougé. Et d'être avec 8 ou 9 personnes, c'était pas du tout le bon deal pour lui, c'était pas l'idéal. Il aurait fallu qu'il soit avec deux trois coureurs pour pouvoir avoir les conditions pour pouvoir l'emporter. Là, il y avait trop de monde. Il y avait trop de Ouais, monde. et puis sur le Tour des Flandres, par exemple, enfin, si c'est toi qui as le plus de watts, tu lâches tout le monde vu le parcours. Sur l'Amstel, c'est pas tout à fait ça. Les côtes sont pas forcément assez longues Et pour faire aussi. vraiment une différence. Donc après, sur le plat, bah, c'est pas pareil. Tu peux pas lâcher les autres, etc. Donc c'est quand même une différence fondamentale aussi pour lui, je pense. Alors, parmi le groupe hein, qui finit derrière enfin, les deux premiers, il y a quelques noms intéressants. Est-ce que Asgreen il vous a fait une bonne impression? Est-ce qu'il a été rassurant avant Paris-Roubaix, Daniel? Oui, oui, Asgreen, il a été super fort, je pense. Il était déjà pas mal ces dernières semaines, et là, j'ai l'impression qu'il a encore franchi un petit cran. Donc sur Paris-Roubaix, ça sera un énorme client. Voilà. Bah tiens, même question pour Kung. Parce qu'on a l'impression qu'il a les jambes, mais que ça tourne jamais très très bien, Sébastien. Ouais, il fait sa meilleure campagne. Clairement, il tourne autour. Il fait des septièmes, huitièmes places, cinquième place. Il est tout le temps dans le top 10. Je l'avais dit la semaine dernière, mais il dit que, il le démontre, hein, il s'est amélioré dans les monts, Ouais. dans les côtes. Il est beaucoup plus fort qu'avant. Après, le problème qu'il a, et c'est souvent dit sur le forum et ailleurs, hein, c'est que voilà, il est très généreux, je l'ai déjà dit aussi, et enfin, on peut pas courir contre nature, mais il faudrait le canaliser, qu'il se canalise un peu plus. Et bon, alors peut-être que pour Paris-Roubaix, j'espère qu'il va pouvoir tenir la forme parce qu'il l'a quand même depuis quelques semaines et il va falloir encore tenir. Bon, il reste plus que quelques jours, mais il n'a jamais forcément trop réussi sur Paris-Roubaix, mais vu son niveau, et puis bah, cette année, au-delà de Kung, il y avait encore une bonne équipe. De la Groupama, hein. Il y avait alors Madouas n'était pas devant, mais il était juste derrière. Il y avait Paché. À un moment donné, il y avait Genietz aussi qui était pas loin. Dans le groupe de 40, il y avait 4 Groupama. Donc ils étaient encore là. Ils font une sacrée campagne de classique quand même. Et bah, c'est pas terminé, encore une fois, mais j'espère que il va se canaliser un peu plus, mais c'est pas trop le genre de ce personnage pour Paris-Roubaix qui, sur le papier, paraît un peu comme un gant. Et j'ai envie de parler un peu de Marc Hirschi. Est-ce que c'est le retour, Daniel, de Marc Hirschi, qui avait un peu disparu l'année dernière? Année très difficile pour lui. Non, c'est un peu.
Je suis un peu circonspect parce que bon, 9e sur l'Amstel avec le groupe des favoris, bon, c'est pas mal. Certains l'annonçaient parmi les favoris, mais bon, enfin, franchement, cette année, il a fait des top 10 sur des courses de second ou de troisième rang. De là à être favori sur une grande classique, c'est pas quand même la même chose, quoi. Là, top 10 sur l'Amstel, c'est déjà un peu mieux, mais bon, ça reste un fond de top 10. Alors, franchement, je suis pas totalement convaincu à ce stade. Après, c'est mieux que l'année dernière pour l'instant, mais pour l'instant, je vois pas le Marc Hirschi, on va dire top 5 mondial comme il y a 2 ans. C'est aussi ton avis, Sébastien? C'est un Si, peu alors, mieux, mais c'est pas le Marc si, Hirschi virevoltant qu'on avait vu dans le oui, passé. oui. Si on alors, c'était pas l'année dernière, c'était surtout il y a en Il y a 2 2020. ans, ouais. Ouais, alors si on compare à l'année dernière, il est mieux, même s'il n'était pas non plus à la rue, parce qu'il avait participé à la victoire de ça avait été un bon équipier avec Formolo, ils avaient bien lancé Pogacar au niveau de Liège-Bastogne-Liège, mais clairement, il est mieux, je trouve, que l'année dernière, mais il n'est pas aussi fort. Il y a encore, après, si on prend 2020, il gagne la Flèche Wallonne, il est devant, il finit troisième, je crois, de Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas ce niveau-là quand même, il y a encore de l'espace pour pouvoir acquérir ce niveau-là, mais en tout cas, il est mieux qu'il était l'année dernière. Il pointe le bout de son nez à nouveau. À voir qu'est-ce qu'il aura comme marge de manœuvre parce que Pogacar va être de retour pour la Flèche et puis pour Liège-Bastogne-Liège. Donc est-ce qu'il va avoir des Oui. espaces pour pouvoir partir s'il y a du marquage ou ça serait ça sa chance pour les Ardennaises. S'il part devant avec un Evenepoel par exemple dans une course de mouvement, je pense qu'il doit miser là-dessus parce que sinon il sera battu, mais il est quand même mieux qu'il était. Mais après, pas comparable à son apogée de 2020. Ah, évidemment, on nous dit sur le chat, hein, c'est Stadry qui précise que l'Amstel, c'est enfin, quand même moins dur qu'une Ardennaise, c'est pas le même profil. Et évidemment, mais après, voilà, c'est un coureur qui avait tellement été impressionnant, virevoltant il y a 2 ans, que forcément l'année dernière, ça a été assez difficile pour lui. Et donc à suivre, mais tu as raison de dire qu'il va surtout être équipier, à mon avis, pour cet Amstel. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui vous ont marqué sur cet Amstel ou... Le 5e, le bien connu Alexander Kamp de la Trek. Je sais pas si vous l'avez vu venir celui-là. Ah, grosse cote celui-là, Non. ouais. Je me demandais qui était quand j'ai vu le Trek devant. Je me dis, mais qui est chez Trek et devant? Je pense que tout le monde a dû avoir un peu cette réflexion-là. Même si c'était un coureur qui était prometteur, à ce niveau-là, c'est clairement une surprise. Ouais. Après, Ouais. l'Amstel, ça reste une course quand même assez particulière où c'est un peu comme Paris. Enfin, c'est pas comme Paris-Roubaix, c'est différent bien sûr, mais on voit souvent des coureurs qui s'illustrent sur cette course et quasiment sur aucune autre course. On se rappelle de Gasparotto qui a gagné 2 fois l'Amstel, alors que bon, le reste de l'année, il fait pas grand-chose. Bon, voilà, c'est Alexander Kamp est de ceux-là. Hein, Il y voilà. avait, il y avait des coureurs un peu spécialistes, mais ceux qui étaient bons sur les Ardennaises, ils étaient quand même bons à l'Amstel. Hein. Oui, c'est vrai. Tu parles là de coureur-là, mais je pense aussi à Gasparotto, mais je pense aussi, il a pris sa retraite l'année dernière, là, Van Endert, qu'on voyait pas de l'année, et puis qu'on voyait souvent classé à l'Amstel, à la Flèche Brabançonne, à la Flèche Wallonne, et puis à Liège-Bastogne-Liège, et qui, le reste de l'année, on le voyait presque pas, si ce n'est le revoir à la Classica San-Sébastien, parce que c'était un parcours qui était un peu similaire, mais il y a vraiment des coureurs quand même qui sont comme Gasparotto, comme tu dis. On le voyait aussi quand même pas trop sur la Flèche, mais Oui, on le voyait à Liège non, quand il même, faisait. il était là. Oui, Hein. bien sûr, il y en a qui s'illustrent sur l'ensemble des Ardennaises et par ailleurs, c'est juste pour rigoler, mais c'est vrai qu'il y a quand même des coureurs un peu moins cotés ou un peu moins glamour qui arrivent à s'illustrer sur une course comme l'Amstel, euh, un peu à l'image d'un Paris-Roubaix et qu'on retrouve par ailleurs. Cette année, il y Est-ce avait que quand c'est même ça le des bon écarts exemple? parce que cette année, on l'a pas dit, mais l'année dernière, c'était le circuit. Moi, ça me fait plaisir de revoir le circuit de 2019 avec la course qu'on avait connue. Mais surtout, il y a quand même quelques côtes. Alors, comme tu le disais, elles sont loin de l'arrivée. Le Cauberg, c'est loin.
alors qu'avant c'était beaucoup plus près, mais le Kuttenberg, voilà, c'est quand même, on l'a vu, hein, c'est quand même assez pentu et ça faisait plaisir de revoir ça. Il y a quand même pas mal de petits groupes et ça a quand même pas mal, enfin, il y a quand même une cadence qui a été donnée par Ineos qui était quand même assez impressionnante, quoi, et ça a vite pété quand on est arrivé dans ces côtes-là. Et donc, c'était pas une édition quand même facile, hein. C'était pas le circuit de l'année dernière avec la répétition, c'était le vrai parcours qu'on connaissait habituellement, quoi. Et ça, c'était intéressant à revoir parce que ça nous avait manqué depuis 2019. Et puis d'ailleurs, le positionnement permet aussi d'avoir un peu plus de Flandriens forts ici, un peu moins Et ça, de c'était la coureurs particularité. ardennais qui étaient aussi en Pays Basque, comme à la Philippe. C'était la particularité de cette année. Cette année, d'habitude, oui, c'est pas les Flandriens qu'on retrouve et quand on voit devant, c'était les Flandriens parce qu'en effet, il y avait le Tour du Pays Basque. Donc, qui se terminait. Alors que d'habitude, ceux qui sont autour du Pays Basque, ils enchaînent après avec l'Amstel. Ouais. D'abord enfin non, l'Amstel d'abord, la Flèche Brabançonne après, et puis les deux autres qu'on connaît. Bien, Après, il y mais... a un autre coureur. Il y a un autre Oui, coureur vas-y, quand même vas-y. que je voudrais citer parce que lui, il est quand même assez impressionnant aussi. Et c'est Tratnik, quoi. Oui, Lui, il finit 11e et il fait une course derrière où il sort du groupe de Madouas, où il est prêt de pouvoir revenir sur le groupe de Van Der Poel. Et puis pareil, quand on regarde là, rappelez-vous, il finit quand même bien aussi devant. Je crois qu'il est dans les 10 premiers au niveau de Milan-San Remo. Il doit faire 8 ou oui. 9e. Il est à travers les Flandres. Sur les rondes, on le voit attaquer sur le Patersberg. Là, on en parlait il y a 2 semaines. Enfin, non, il y a une semaine. Très fort cette année. Il était encore là. Enfin, chaque course, il arrive à être 8e, 9e, 10e, 11e. Enfin, c'est assez Un peu impressionnant. à contre-temps, il n'est pas tout à fait avec les meilleurs, mais il est pas loin. Ouais. C'est assez impressionnant, comme tu dis. Ouais. Puis d'autres enfin, qui sont qu'on attendait mieux, même si on sait que c'était compliqué pour cette équipe-là. Des coureurs comme Fuglsang qui sont pas à la rue, mais qui sont quand même pas à leur niveau passé. Même si bah, ils ont eu beaucoup d'avaries dans cette équipe Israël. Et puis voilà, et décevant aussi quand même pour certains Français parce que Warren Barguil, qui fait un super début de saison et qui ne veut plus se concentrer sur les classements généraux et qui a gagné une étape à Tirreno, qui gagne le Grand Prix Miguel Indurain. Et moi je le voyais très bien parce qu'il frotte bien, il est bien dans ces courses-là, mais il est fini quand même, je vois 21e. Et bon, moi je l'attendais beaucoup mieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais et puis ils font une bonne saison Arkea, donc je le voyais beaucoup mieux, mais bon, voilà, j'espère Oui, bah que. après, je sais pas s'il a raté le bon coup, s'il n'avait pas les jambes pour le suivre. À voir sur les prochaines courses, mais effectivement, on aurait pu s'attendre à mieux pour Warren Barguil. Pareil pour Laporte, je l'attendais peut-être mieux, mais bon, je crois qu'il a chuté, et puis peut-être qu'il y a trop d'enchaînement de côtes pour lui. Mais bon, vu son niveau depuis le début de la saison, je me disais qu'il pouvait peut-être jouer un top 10 aussi. Bon, voilà, petite déception également. On parle de crampes hein, pour Benoît qui Barguil. était costaud, hein. Benoît qui était costaud pour Jumbo parce qu'on parle de Ouais, Laporte. Benoît qui a eu des problèmes et qui tombe. Qui était costaud sur le Het Newsblad, et puis après qui tombe au Strade Bianche, et puis qui a été arrêté plusieurs jours, et qui revient pour les classiques belges, que l'on voit au Tour des Flandres, et qui fait une bonne performance en remplacement de Van Aert comme leader, et puis qui là, encore une fois, c'est lui qui attaque dans le Kuttenberg, là, une fois que Turner se met de côté, sur le côté, il a quand même placé une mine. On le revoit où il attaque encore plusieurs fois, puis à la fin, il va attaquer aux 800 mètres pour pouvoir finir troisième. Donc bon, ça remplace pas Van Aert, mais pour autant, c'est quand même une troisième place et ils sont pas non plus à des années-lumière. Ils font quand même des petites performances, même si c'est pas la victoire. Donc lui, il avait un espace là qu'il aurait peut-être pas eu, enfin qu'il aurait pas eu s'il y avait eu Van Aert. Encore qu'il y aurait eu la pancarte, et puis peut-être qu'il aurait pu aussi avoir des coups d'avance et y aller en éclaireur, mais c'est quand même une bonne performance pour ce coureur-là qui finit sur le podium. Ouais, on parle aussi de Tom Dumoulin, qui finit à une anonyme 30e place. oh, bah, il est Ben, nul cette année, Dumoulin. Je l'avais dit après la Volta Limburg classique, on m'a pas cru, mais il est nul.
Pour toi, il avait fait une belle course là. Même le plateau n'était pas le même évidemment, mais Ouais, bah, c'était face à des inconnus, s'il te oui, plaît. je Donc sais, oui, il mais a fait bon. une belle course, oui. Sur ses routes d'entraînement face à des inconnus. Ouais, c'était pas mal, c'était une belle course. Et Après, c'est vrai que mais c'est sinon, bah, inquiétant parce depuis le que début de la sinon, saison, dès que ça monte, on le voit plus. Donc non, ouais, bah, sur le Giro, pareil, rien à attendre. là, Il a c'est même ça qui est inquiétant. fait il a même fait une interview où il a dit quelque chose comme: «Je continuerai pas, enfin, je vais pas faire 5 ans, je vais pas rester 5 ans un coureur anonyme», tu vois? Ou un coureur lambda. Donc bon, Le bref, blues un qui revient comme l'année dernière, quoi. Et ouais, ça un qui peu. est. Enfin, il y croit encore, mais bon, je pense que si, il fait encore, 1 an comme ça, 1 an et demi comme ça, je pense qu'il y croira plus. Ouais, ben, c'est un petit peu décevant pour lui à suivre évidemment pour la suite. Et quel rôle va lui donner Jumbo? Messieurs, ben, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Il y a en ce moment le Tour de Turquie où ça chute beaucoup, hein, surtout des arrivées au sprint, donc on va peut-être pas trop en parler. Évidemment, dimanche, il y a Paris-Roubaix. Ah, Alors, je pense on y reviendra dans la semaine, on fera une petite émission, mais évidemment, je vais vous demander votre podium pour Paris-Roubaix. Je vais pas vous lâcher sans avoir fait les traditionnels oh. pronostics. Ben, qui veut commencer? Est-ce que Daniel, tu veux commencer? Alors attends, je suis pas prêt. Bon, on va dire, Van der Poel. On a parlé de qui là? Qui? Ah oui, Asgreen et Kuhn. Ok. Sébastien. J'avais les mêmes, mais je vais changer. J'avais pas le même ordre. J'avais Asgreen, Van Der Poel, et puis j'avais Kung. Mais je vais changer. Bon, je pense que quand même, il y a le feu, comme on dit chaque semaine, au niveau de la maison Quick Step, et que bon, enfin, c'est pas leur ultime chance parce qu'il y aura les Ardennaises où ils vont avoir des bons coureurs, mais il va falloir qu'ils puissent performer. Et bon, alors, Sénéchal peut faire bien, mais je pense quand même que Asgreen, là, il a un bon niveau. Après, bon, du coup, moi, je voyais les trois mêmes. Peut-être. Bon, cette année, j'aime bien ce coureur-là parce que je le suis pour certains jeux, mais j'espère un réveil de Greg Van Avermaet qui puisse là, faire une bonne performance et peut-être finir troisième comme il avait fait. Donc Asgreen, Van Der Poel et Van Avermaet. Je change. Je mets Van Avermaet. Bon, vraiment là, Mhm. c'est un peu un petit coup de poker parce que même si l'année dernière, il avait fait troisième du Tour des Flandres et que c'est pas non plus tout à fait bête de dire qu'il pourrait pas être sur le podium, il a gagné, mais c'est vrai que son niveau cette année, même si là, hier, il était là, bon, il est quand même loin, mais il s'est battu, c'est un coureur qui se bat, et sur Paris-Roubaix, il faut se battre, donc je le vois bien quand même, voilà, donc je le rajoute lui, même si au départ, je l'avais pas dans mes trois premiers. Bien, bon, alors à Greg. moi, ben, moi je vais tenter un petit peu des surprises. Je vais tenter Ghana, Pedersen et allez, Sénéchal. Voilà, comme moi, si je gagne, Ouais, je Sénéchal, gagne pour gros. l'instant, il rate sa campagne. Bon, il n'a pas été épargné par des petites chutes, etc. Peut-être qu'il va se rattraper sur Paris-Roubaix. Grosse cote. Et est-ce que Van Après, Aert sera au Est-ce départ? que Madouas va le faire? Est-ce que Madouas, j'ai l'impression, enfin, il y en a qui l'ont dit, mais que après, dans les rumeurs que Madouas pourrait être rajouté au niveau de la course, ce qui, Ah bon, je oui, suis un peu j'ai lu ça. Je crois qu'il a déclaré lui-même qu'il allait la faire. d'accord. Oui. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, ça sera Mm. sec cette année, mais c'est pas parce que c'est sec qu'il n'y a pas de chute. Et des fois, ça fait bien plus mal d'ailleurs, mais je pense que Ah bah il est en forme après, c'est dommage. Ah, mais son terrain, enfin, c'est les pavés de Oh, c'est C'est sûr, Paris-Roubaix. c'est sûr. C'est pas la même chose. Tu parlais de Ghana là, on verra ce que ça donne, mais il a la morphologie pour moi pour. Après, à voir parce que même si, enfin, on l'a pas trop vu sur Paris-Roubaix, si ce n'est ah, très longtemps chez les espoirs. Mais ouais, c'est quand même pas la même morphologie entre Ghana par exemple et Madouas quoi. C'est les sûr. deux Donc, autres grosses cotes, c'est Ben Turner, pardon. Bon, il a l'air en forme. Après, est-ce oui, il qu'il est est très pas. bon. Ouais. Et puis l'autre, peut-être, bah, c'est Tratnik, t'en parlais avant. Il a une belle petite forme lui aussi. Je demande à voir ce que ça peut donner dimanche. Après, Laporte peut faire bien aussi parce il va avoir. Alors même si là, je pense que est-ce que Van Aert va le faire? On aura la réponse jeudi, si j'ai bien vu Ouais. aujourd'hui. Mais même s'il n'est pas à 100%.
est-ce qu'il est prêt quand même à faire la course en n'étant pas à son top niveau et puis en ayant une défaite un peu cuisante par rapport à Van Der Poel est-ce que ça, enfin, je me suis posé la question, moi, je suis pas le seul d'ailleurs à me poser la question. Alors c'est Paris-Roubaix, il faut défendre ses chances, on y va, mais y aller, il sera pas à son niveau, hein. Enfin, je le vois pas à son niveau d'avant, avant la crise là, enfin, avant le Tour des Flandres. Donc il n'aura pas pu récupérer, même s'il s'est entraîné depuis jeudi dernier. Il a coupé quand même une semaine. Donc c'est pas 3 semaines de coupure, mais il sera quand même pas à Oui. 100% de son niveau. Donc est-ce Oui, mais qu'il ce va qu'il a coupé, c'est qu'il y avait quand même des symptômes, on va dire, et pas Oui, juste un oui, test voilà. positif. Qu'est-ce qu'il va le faire en n'étant pas à 100%? Même, moi, peut-être que là, il dit ça va être les médecins évidemment qui vont décider. Mais même si les médecins lui disent bah c'est ok, est-ce qu'il voilà la défaite l'année dernière, ça y avait fait quand même bien mal à Paris-Roubaix où il avait explosé un petit peu quand même. Bon, et voilà, il y a déjà des antécédents et il sera clairement pas à son niveau. Donc, c'est une interrogation quand même. Est-ce qu'il va quand même s'aligner alors qu'il va pas être à 100%? Ouais, si tu Donc, voilà. si tu commences avec peu d'ambition, tu peux pas être aussi déçu que si tu penses que tu vas gagner. Ouais, mais Il veut gagner, à mon lui, avis, hein. il Ouais, veut la c'est sûr. victoire. Voilà, il veut pas finir 15e. Si c'est pour finir 30e ou 50e, ça ne l'intéresse pas, quoi. Si c'est même pour abandonner, donc à voir. Bon, on verra bien, mais il y a de l'espace pour Laporte, même si souvent Laporte a eu des mésaventures plusieurs années au niveau de Paris-Roubaix où le coup partait et puis il a vu des crevaisons, des chutes. Il a souvent des coups du sort lui aussi, Laporte, mais bon, après, voilà, il y a des coureurs là qui font que de tomber comme Turgis. J'en parlais tout à l'heure, enfin, avant l'émission, où il tombe à chaque course depuis Milan-San Remo. Donc, dans quel état il va être je pense que c'est pas, la confiance n'est pas là non plus pour Paris-Roubaix, alors que ça aurait pu être une carte aussi, lui. Donc à voir, puis à voir comment les équipes vont prendre la course. Est-ce que les Quick Step vont être sur lancer des coureurs dans des coups, ou est-ce qu'ils vont prendre la course en main pour rouler derrière? C'est ça qui va être intéressant à voir aussi, parce que l'équipe de Van Der Poel, il y a quelques bons coureurs, mais elle va être fragile par rapport à d'autres. Donc ça va être intéressant à voir tout ça, même si Van Der Poel, cette fois-ci, contrairement à l'Amstel, il aura, il va falloir qu'il écrème comme pour le Tour des Flandres, pour pouvoir se retrouver en petit comité et pas se retrouver à être englué avec 9 ou 10 coureurs comme à l'Amstel. De toute façon, on en reparle dans la semaine. Je pense qu'on fera une émission de présentation dès qu'on aura une start list un petit peu sûre, peut-être vendredi ou samedi, sur de savoir s'il y a Van Aert ou pas. Évidemment, ça changera beaucoup de choses. Donc, merci à vous d'avoir écouté ce live, d'avoir été sur le live. Merci à The Chosen One qui nous a follow il y a quelques minutes. N'oubliez pas, mercredi, c'est chez à Caillon, chez Benjamin, il y a le quiz spécial Paris-Roubaix. N'hésitez pas à venir. Et puis, Et à merci, messieurs. Oui, vas-y, Daniel. Non, je disais, et à réviser pour le quiz. Ouais, révisez voilà, votre palmarès de Paris-Roubaix. N'hésitez pas. Ben, merci Sébastien, merci Daniel, merci à tous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée, à bientôt.